Bonjour à tous, on va commencer Pierre et Jean de Maupassant. Préface, le signe du double. À relire Pierre et Jean, la perspective varie. Autant une première lecture peut s'attacher aux personnages et aux paysages qui emplissent le champ de vision, autant le second regard, entraîné par une mémoire oublieuse, relèvera l'expansion d'une unique figure engagée dès le titre. Les deux prénoms conjoints et symétriques tracent comme une forme duel qui aspire le récit. Sous-tend les descriptions, organise en réseau les différents motifs. Cheminée des bateaux, jetée du port, joue de la mer, baiser qu'on doit, main qu'on reçoit. Il n'est rien dans le texte qui n'aille par deux, à l'instar des deux frères mis en titre. Mais qui dit deux risque aussi de dire double, non plus une division rassurante, porteuse de différence et d'altérité, mais bien la multiplication inquiétante du même qui vient altérer chaque élément en y insinuant comme un écho, où il se répète et exclut à la fois. L'histoire peut bien déployer ses secrets de famille, libérés par l'arrivée impromptue de l'héritage, et le récit faire défiler sous nos yeux le bel argent désiré, la mère redoutable, le fils devenu fardeau. Au schéma naturaliste et où la violence, le drame se trouverait simplement tempéré par l'impressionnisme de la vision, le lecteur qui relit opposera le cheminement souterrain d'une autre menace, d'autant plus étrange qu'elle ne peut se nommer, puisque précisément elle retire leur nom aux choses. Terrifiante et porteuse de désir, une poussée d'indifférenciation s'attaque aux protagonistes comme aux objets. Les frères ne deviennent ennemis que pour risquer d'être trop semblables, et malgré les significations différentes que le texte prend soin d'inscrire dans la ressemblance de leurs attitudes, c'est d'abord cette similitude qui les guette et qui, à chaque frère, chaque geste, chaque place, vient juxtaposer la trace de l'autre frère, le reflet du geste inverse ou la substitution des places. Deux frères rivaux, certes, mais d'abord une fratrie, et comme le tourniquet de ces deux cyclopes monstrueux et jumeaux qui balaient l'entrée du port. Il n'est pas de lieu que Pierre n'ait visité et dont Jean ne s'empare, et lorsque l'exclusion de l'un, Pierre, consacre le triomphe de l'autre, Jean, c'est sur l'image de Jean que vient buter Pierre, puisque le médecin qui l'informe de sa future charge ressemble à son frère et s'appelle, ironie du sort, le docteur Pierrette. Ainsi, Pierre devint comme un double de Jean, et en féminisant son propre nom. Et de même que Jean se substitue à Pierre dans l'amour de la mer, de même Pierre relaie Jean pour s'abîmer dans la mer. Chacun ainsi se fait l'autre de l'autre, chacun voit monter l'autre en soi, car l'autre, constamment indiqué par le texte, n'est jamais le même, le terme désignant tour à tour Pierre ou Jean. Le même ainsi risque de devenir l'autre, sans pouvoir rester soi. L'enjeu du conflit ne tient donc pas à la différence des frères, mais au contraire, pour chaque frère, à la perte de cette différence qui pouvait seule garantir son identité personnelle et sexuelle. Salut Guillaume, merci, c'est gentil. L'indétermination véhiculée par le couple fraternel menace et fait l'ensemble des signes. L'eau sera de vie ou de mort indifféremment. À la mer engloutissante se fera aussi bien génitrice, à l'instar de la mer, mais parce qu'elle est d'abord la matrice même du texte. On ne saurait trop insister sur cette fonction du motif marin, qu'un jeu d'équivalence élémentaire risquerait de réduire à un symbole maternel, alors que c'est le récit lui-même qui vient épuiser sa propre ressource d'écriture. Et y pêcher, au bout de la ligne du père Roland, les images porteuses d'histoire et de représentation. Car malgré sa force d'attraction, l'effacement du visage n'est pas directement lisible dans Pierre et Jean. Seul le Horla, ce conte écrit la même année que le roman, permet de déchiffrer, comme par un jeu de miroir, la menace enfouie dans le texte romanesque. Dans le Horla, le récit de narrateur, anonyme, hanté par un être invisible, dévoile ce qui se joue dans l'émergence du double. Voir le Horla comme le fait le jeu scripteur, ce n'est plus se voir dans la glace. Le Horla n'est rien d'autre que le narrateur lui-même, double fantastique qui à la fois provoque et camoufle l'absence d'identité de celui qui dit je. Voir le Horla, c'est donc cesser de voir cessant de se voir, c'est entrer, comme l'a fait le narrateur, dans l'espace de l'écriture où il n'est plus de corps propre. Salut LS. Parce qu'il n'est plus de reflet. Est-ce un hasard si l'étude sur le roman qui précède Pierre et Jean s'achève sur l'évocation d'une simplicité qui n'a pas de corps et contre laquelle la critique pourrait jeter en vain des pierres?
Le nom de Pierre, bien merci. Celui de Jean couvre ainsi, sans le combler, l'abîme ouvert par la perte d'identité dans le Horla. Tout se passe comme si le roman, contemporain de la nouvelle, dissimulait sous un habillage naturaliste une hantise dont le conte propose la version surnaturaliste. À quoi sert le roman? Réaliste tout au moins, si ce n'est précisément à raconter, décrire, identifier. L'imitation de la réalité garantit l'existence du réel, la différence des êtres et des sexes. La famille Roland permet de conjurer jusqu'au nom du Horla. Et alors que ce conte multiplie le geste d'écriture, Pierre et Jean mobilisent le code le plus apte à préserver la représentation, celui de la peinture. Peindre, c'est capter la ressemblance, la cadrer sur ses bords, la fixer dans un objet autonomisable. Peindre, c'est montrer, donner à voir, rendre possible la vision. On ne s'étonnera donc pas que le récit s'achève lorsqu'on a été mis en place les 4 gravures, représentant 2 fois 2 scènes maritimes qui décorent le salon de Madame Rosémilie. Par cette mise en abîme dérisoire qui réfléchit l'histoire en la parodiant, le signe du double s'exhibe ironiquement et prolifère sans risque. Toutefois, une autre peinture circule dans le texte. Petite mais redoutable, car elle agit comme moteur du récit. C'est le portrait de Maréchal qui apporte la preuve d'une filiation illégitime de Jean, assurant ainsi sa différence avec Pierre. Mais en se distinguant de Pierre, le fils adultérin devint l'image de son père illégal. Le mimétisme filial remplace ainsi l'indistinction possible des frères, et la question du père, codable en termes de légalité, vient masquer le chaos qui recèle la fratrie. Ainsi, la peinture elle-même se dédouble, pour mettre en scène la ressemblance ou pour la relancer sous une forme socialisée. Mais elle garde des traces de la force qu'elle conjure, agissant comme la main d'un mort. Le portrait de Maréchal semble doté d'un pouvoir maléfique de contamination ou de destruction. Il suffit de l'exhumer pour que tout vacille. La restauration de l'ordre suppose, avec la fin du récit, la disparition de cette miniature enfermée comme il se doit, à double tour, aussi bien rangée que les piles de linge qui signent la victoire de l'organisation familiale, et du récit réaliste sur toute ligne d'écriture. De ce récit réaliste qui permettra de contrer le fantasme latent, les composantes sont multiples, mais elles impliquent toute la possibilité de voir. Le regard devient ainsi le leitmotiv d'un texte qui déploie une longue vue dès le premier épisode. Et n'a de cesse qu'il n'a conduit Pierre à lire ce qu'il croit être la vérité sur le visage de sa mère. Mais à trop regarder, on bute sur un autre regard qui empêche l'image, et l'exaspération de la vision finit par déclencher l'inverse de ce qu'elle visait. Au lieu d'une représentation assurée, un brouillard d'où n'émerge plus que l'œil, œil rouge d'un cyclope, œil bleu de Madame Rosémilie, gros yeux d'or des barres. La couleur ici l'emporte sur la forme et la métaphore reconduit la contamination des signes, car si l'or est dans les barres, qu'en est-il de l'argent, dont a hérité Jean? À son tour, la référence monétaire va contribuer à l'ébranlement des identités. Certes, en bon réaliste, ce roman laisse effleurer les mutations socio-économiques qui l'environnent et la séparation des frères sans racines, dans une conscience finale des classes. Mais limitée à celle d'un bateau, si l'argent comme capital réalise la division en catégories et la classification des individus, en tant que métaphore, il relance les courts-circuits du langage et l'indétermination des espèces. Prise dans cet espace du signe, naît jusqu'à la figure du père qui ne se trouve alors ébranlé, dont le nom d'un bateau qui s'intitule La Perle. La perle, le horla, chaque nom combine dans l'un et l'autre, car l'indice du masculin et celui du féminin. Mais si l'abolition de la différence sexuelle est patente dans le horla, où menace le monstre, elle reste barrée dans Pierre et Jean, où l'entité familiale maintient l'aptitude de l'espèce humaine à la reproduction. La relation du horla et de Pierre et Jean fonctionne par inversement plus que par réfraction. À l'invasion du dehors, portée par 3 navires dont la première page du horla répond inversement le rejet au dehors de l'élément perturbateur expulsé par le roman. Et les bateaux aveuglés qui ont pu pénétrer dans la nuit du port repartiront en pleine lumière avec le vaisseau qui importe Pierre à la place de Pierrette et laisse Jean avec sa future femme. Dans son parcours narratif, le récit romanesque multiplie les garde-fous que la nouvelle risquait de faire sauter. Si le hors-là est hors la loi, c'est qu'il indique l'approche du hors,
qui s'insinue là. Le jeu de l'écriture semble neutralisé par Pierre et Jean, dans les lois que le roman se donne et les tableaux qui l'autorisent. Mais comment oublier qu'une même main, simultanément, trace l'un et l'autre texte? L'écriture a beau se dérober, elle fait retour dans cela même qui la refoule. Déclinons à notre tour le nom de Maupassant, mauvais passant ou mal passant, mais aussi mot de passe d'un siècle finissant où Mallarmé s'effacera bientôt devant le mal-aimé. Le roman. Je n'ai point l'intention de plaider ici pour le petit roman qui suit. Tout au contraire, les idées que je vais essayer de faire comprendre entraîneraient plutôt la critique du genre d'études psychologiques que j'ai entrepris dans Pierre et Jean. Je veux m'occuper du roman en général. Je ne suis pas le seul à qui le même reproche soit adressé par les mêmes critiques, chaque fois que paraît un livre nouveau. Au milieu de phrases élogieuses, je trouve régulièrement celle-ci sous les mêmes plumes. Le plus grand défaut de cette œuvre, c'est qu'elle n'est pas un roman à proprement parler. On pourrait répondre par le même argument. Le plus grand défaut de l'écrivain, qui me fait l'honneur de me juger, c'est qu'il n'est pas un critique. Quelles sont en effet les critiques essentielles du critique? Il faut que sans parti pris, sans opinion préconçue, sans idée d'école, sans attache, avec aucune famille d'artistes, il comprenne, distingue et explique toutes les tendances les plus opposées, les tempéraments les plus contraires et admettre les recherches d'art les plus diverses. Or, le critique qui, après Manon Lescaut, Paul et Virginie, Don Quichotte, les lésions dangereuses Weather, les affinités électives Clarisse Harloway, Émile, Candide, 5 Mars, René, les Trois Mousquetaires, Mauprat, le père Goriot, la cousine Bête, Colomba, le Rouge et le Noir, Mademoiselle de Maupin, Notre-Dame de Paris, Salammbô, Madame Bovary, Adolphe, Monsieur de Camors, l'Assommeur, Sappho, etc., osent encore écrire. Ceci est un roman, et cela n'en est pas un. Me paraît doué d'une perspicacité qui ressemble fort à de leurs compétences. Généralement, ce critique entend par roman une aventure plus ou moins vraisemblable, arrangée à la façon d'une pièce de théâtre en 3 actes, dont le premier contient l'exposition, le second l'action et le troisième le dénouement. Cette manière de composer est absolument admissible à la condition qu'on acceptera également toutes les autres. Existe-t-il des règles pour faire un roman en dehors desquelles une histoire écrite devrait porter un autre nom? Salut Steven, ça fait longtemps et toi? Merci pour le suivi, c'est gentil, distinct. Si Don Quichotte est un roman, Le Rouge et le Noir en est-il un autre? Si Monte Cristo est un roman, L'Assommoir en est-il un? Peut-on établir une comparaison entre les affinités lectives de Götz, les Trois Mousquetaires de Dumas, Madame Bovary de Flaubert, Monsieur Camors de M. au Feuillet et Germinal de Monsieur Zola? Bien, merci, et toi? Lesquelles de ces œuvres est un roman? Quelles sont ces fameuses règles? D'où viennent-elles? Qui les a établies? En vertu de quel principe, de quelle autorité et de quel raisonnement? Il semble cependant que ces critiques savent d'une façon certaine, indubitable, ce qui constitue un roman et ce qui les distingue d'un autre qui n'en est pas un. Cela signifie tout simplement que, sans être des producteurs, ils sont enrégimentés dans une école et qu'ils rejettent à la façon des romanciers eux-mêmes toutes les œuvres conçues et exécutées en dehors de leur esthétique. Un critique intelligent devrait au contraire rechercher tout ce qui ressemble le moins au roman déjà fait et pousser autant que possible les jeunes gens à tenter des voies nouvelles. Tous les écrivains, Victor Hugo comme Zola, ont réclamé avec persistance le droit absolu, droit indiscutable de composer, c'est-à-dire d'imaginer ou d'observer suivant leur conception personnelle de l'art. Le talent provient de l'originalité, qui est une manière spéciale de penser, de voir, de comprendre et de juger. Or, le critique qui prétend définir le roman suivant l'idée qu'il s'en fait d'après les romans qu'il aime et établir certaines règles invariables de composition luttera toujours contre un tempérament d'artiste apportant une manière nouvelle. Un critique qui mériterait absolument ce nom ne devrait être qu'un analyste sans tendance, sans préférence, sans passion, et comme un expert en tableau n'apprécierait que la valeur artiste de l'objet d'art qu'on lui soumet. Sa compréhension, ouverte à tout, doit absorber assez complètement sa personnalité pour qu'il puisse découvrir et vanter les mêmes livres qu'il n'aime pas comme homme et qu'il doit comprendre comme juge. Mais la plupart des critiques ne sont, en somme, que des lecteurs, d'où il résulte qu'ils nous gourmandent presque toujours à faux et qu'ils nous complimentent sans réserve et sans mesure. Le lecteur qui cherche uniquement dans un livre
à satisfaire la tendance naturelle de son esprit, demande à l'écrivain de répondre à son goût prédominant et qu'il qualifie invariablement de remarquable ou de bien écrit l'ouvrage ou le passage qui plaît à son imagination idéaliste, gaie, grivoise, triste, rêveuse ou positive. En somme, le public est composé de groupes nombreux qui nous crient consolez-moi, amusez-moi, attristez-moi, attendrissez-moi, faites-moi rêver, faites-moi rire, faites-moi frémir, faites-moi pleurer, faites-moi penser. Seuls quelques esprits d'élite demandent à l'artiste faites-moi quelque chose de beau dans la forme qui vous conviendra le mieux suivant votre tempérament. L'artiste essaie, réussit ou échoue. Le critique ne doit apprécier le résultat que suivant la nature de l'effort. Il n'a pas le droit de se préoccuper des tendances. Cela a été écrit déjà 1000 fois. Il faudrait toujours le répéter. Donc, après les écoles littéraires qui ont voulu nous donner une vision déformée, surhumaine, poétique, attendrissante, charmante ou superbe de la vie, est venue une école réaliste ou naturaliste qui a prétendu nous montrer la vérité, rien que la vérité, et toute la vérité. Il faut admettre avec un égal intérêt ces théories d'art si différentes et juger les œuvres qu'elles produisent uniquement au point de vue de leur valeur artistique, en acceptant a priori les idées générales d'où elles sont nées. Contester le droit d'un écrivain de faire une œuvre poétique ou une œuvre réaliste, c'est vouloir le forcer à modifier son tempérament, récuser son originalité, ne pas lui permettre de se servir de l'œil et de l'intelligence que la nature lui a donnée. Lui reprocher de voir les choses belles ou laides, petites ou épiques, gracieuses ou sinistres, c'est lui reprocher d'être conformé de telle ou telle façon et ne pas avoir une vision concordante avec la nôtre. Laissons-le libre de comprendre, d'observer et de concevoir comme il lui plaira, pourvu qu'il soit un artiste. Devenons poétiquement exaltés pour juger un idéaliste, et prouvons-lui que son rêve est médiocre, banal, pas assez fou ou magnifique. Et si nous jugeons un naturaliste, bonjour Maëlys, merci, c'est gentil. Montrons-lui en quoi la vérité dans la vie diffère de la vérité dans son livre. Il est évident que des écoles si différentes ont dû employer des procédés de composition absolument opposés. Le romancier, qui transforme la vérité constante, brutale et déplaisante, pour en tirer une aventure exceptionnelle et séduisante, doit sans souci exagérer de la vraisemblance, manipuler les événements à son gré, les préparer et les arranger pour plaire au lecteur, l'émouvoir ou l'attendrir. Le plan de son roman n'est qu'une série de combinaisons ingénieuses conduisant avec adresse et dénouement. Les incidents sont disposés à graduer vers le point culminant et l'effet de la fin, qui est un événement capital et décisif, satisfaisant toutes les curiosités éveillées au début, mettant une barrière à l'intérêt et terminant si complètement l'histoire racontée qu'on ne désire plus savoir ce qu'on deviendront. Le lendemain, les personnages les plus attachants. Merci pour le partage, c'est gentil. Le romancier, au contraire, qui prétend nous donner une image exacte de la vie, doit éviter avec soin tout enchaînement d'événements qui paraîtraient exceptionnels. Son but n'est point de nous raconter une histoire, de nous amuser ou de nous attendrir, mais de nous forcer à penser, à comprendre le sens profond et caché des événements. À force d'avoir vu et médité, il regarde l'univers, les choses, les faits et les hommes d'une certaine façon qui lui est propre et qui résulte de l'ensemble de ses observations réfléchies. C'est cette vision personnelle du monde qu'il cherche à nous communiquer en la reproduisant dans un livre. Pour nous émouvoir, comme il l'a été lui-même par le spectacle de la vie. Il doit la reproduire devant nos yeux avec une scrupuleuse ressemblance. Il devra donc composer son œuvre d'une manière si adroite, si dissimulée et d'apparence si simple qu'il soit impossible d'en apercevoir et d'en indiquer le plan, de découvrir ses intentions. Au lieu de machiner une aventure et de la dérouler de façon à la rendre intéressante jusqu'au dénouement, il prendra son ou ses personnages à une certaine période de leur existence et les conduira par des transitions naturelles jusqu'à la période suivante. Il montrera de cette façon tantôt comment les esprits se modifient sous l'influence d'une circonstance environnante, tantôt comment se développent les sentiments et les passions, comment on s'aime, comment on se hait, comment on se combat dans tous les milieux sociaux, comment luttent les intérêts bourgeois, les intérêts d'argent, les intérêts de famille, les intérêts politiques. L'habileté de son plan ne consistera donc point dans l'émotion ou dans le charme dans un début attachant ou dans une catastrophe émouvante, mais dans le groupement adroit des petits faits constants d'où se dégagera le sens définitif de l'œuvre. S'il fait tenir dans 300 pages 10 ans d'une vie pour montrer qu'elle a été au milieu de tous les êtres qui l'ont entourée,
Sa signification particulière est bien caractéristique. Il devra savoir éliminer, parmi les menus événements innombrables et quotidiens, tous ceux qui lui sont inutiles, et mettre en lumière d'une façon spéciale tous ceux qui seront demeurés inaperçus pour des observateurs peu clairvoyants et qui donnent au livre sa portée, sa valeur d'ensemble. On comprend qu'une semblable manière de composer, si différente de l'ancien procédé visible à tous les yeux, déroute souvent les critiques et qu'ils ne découvrent pas tous les fils si minces, si secrets, presque invisibles, employés par certains artistes modernes à la place de la ficelle unique qui vient, non, l'intrigue. En somme, si le romancier d'hier choisissait et racontait les crises de la vie, les états aigus de l'âme et du cœur, le romancier d'aujourd'hui écrit l'histoire du cœur, de l'âme et de l'intelligence à l'état normal. Pour produire l'effet qu'il poursuit, c'est-à-dire l'émotion de la simple réalité, et pour dégager l'enseignement artistique qu'il veut tirer, c'est-à-dire la révélation de ce qu'est véritablement l'homme contemporain devant ses yeux. Il devra n'employer que des faits d'une vérité irrécusable et constante. Mais en se plaçant au point de vue même de ces artistes réalistes, on doit discuter et contester leur théorie, qui semble pouvoir être résumée par ces mots. Rien que la vérité et toute la vérité. Leur intention étant de dégager la philosophie de certains faits constants et courants, ils devront souvent corriger les événements au profit de la vraisemblance et au détriment de la vérité, car le vrai peut quelquefois n'être que... Non, pardon. Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Le réaliste, s'il est un artiste, cherchera non pas à nous montrer la photographie banale de la vie, mais à nous donner la vision plus complète, plus saisissante, plus probante que la réalité même. Raconter tout serait impossible, car il faudra alors un volume au moins par journée pour énumérer les multitudes d'incidents insignifiants qui emplissent notre existence. Un choix s'impose donc, ce qui est une première atteinte à la théorie de toute la vérité. La vie, en outre, est composée des choses les plus différentes, les plus imprévues, les plus contraires, les plus disparates. Elle est brutale, sans suite, sans chaîne, pleine de catastrophes inexplicables, illogiques et contradictoires qui doivent être classées au chapitre faits divers. Voilà pourquoi l'artiste ayant choisi son thème ne prendra dans cette vie encombrée de hasard et de futilité que les détails caractéristiques utiles à son sujet. Il se rejettera tout le reste, tout à côté. Un exemple entre mille. Le nombre des gens qui meurent chaque jour par accident est considérable sur Terre. Mais pouvons-nous faire tomber une tuile sur la tête d'un personnage principal ou le jeter sous les roues d'une voiture au milieu d'un récit sous prétexte qu'il faut faire la part de l'accident? La vie encore laisse tout au même plan, précipite les faits ou les traîne indéfiniment. L'art, au contraire, consiste à user de précautions et de préparation, à ménager les transitions savantes et dissimulées, à mettre en pleine lumière, par la seule adresse de la composition, les événements essentiels et à donner à tous les autres le degré de relief qui leur convient, suivant leur importance, pour produire la sensation profonde de la vérité spéciale qu'on veut montrer. Faire vrai consiste donc à donner l'illusion complète du vrai, suivant la logique ordinaire des faits, et non à la transcrire servilement dans le pêle-mêle de leur succession. J'en conclus que les réalistes de talent ne devraient s'appeler plutôt des illusionnistes. Quels enfantillages, d'ailleurs, de croire à la réalité, puisque nous portons chacun la nôtre dans notre pensée et dans nos organes. Nos yeux, nos oreilles, notre odorat, notre goût différents créent autant de vérités qu'il y a d'hommes sur la terre. Et nos esprits, qui reçoivent les instructions de ces organes diversement impressionnés, comprennent, analysent et jugent comme si chacun de nous appartenait à une autre race. Chacun de nous se fait donc simplement une illusion du monde. Illusion poétique, sentimentale, joyeuse, mélancolique, sale ou lugubre suivant sa nature. Et l'écrivain n'a d'autre mission que de reproduire fidèlement cette illusion avec tous les procédés d'art qu'il a appris et dont il peut disposer. Illusion du beau, qui est une convention humaine. Illusion du laid, qui est une opinion changeante. Illusion du vrai, jamais immuable. Illusion de l'ignoble qui attire tant d'êtres. Les grands artistes sont ceux qui imposent à l'humanité leur illusion particulière. Ne nous fâchons donc contre aucune théorie puisque chacune d'elles est simplement l'expression généralisée d'un tempérament qui s'analyse. Il en est deux surtout qu'on a souvent discuté en les opposant l'une à l'autre au lieu de les admettre l'une et l'autre, celle du roman d'analyse pure et celle du roman objectif.
Les partisans de l'analyse demandent que l'écrivain s'attache à indiquer le moindre évolution d'un esprit et tous les mobiles les plus secrets qui déterminent nos actions, en accordant au fait lui-même qu'une importance très secondaire. Il est le point d'arrivée, une simple borne, le prétexte du roman. Il faudrait donc, d'après eux, écrire ces œuvres précises et rêvées où l'imagination se confond avec l'observation, où la manière d'un philosophe composant un livre de psychologie exposer les causes et les pronoms aux origines les plus lointaines, dire que tous les pourquoi de tous les vouloirs et discerner toutes les réactions de l'âme agissant sous l'impulsion des intérêts, des passions ou des instincts. Les partisans de l'objectivité, quel vilain mot, prétendant au contraire nous donner la représentation exacte de ce qui a lieu dans la vie, évite avec soin toute explication compliquée, toute dissertation sur les motifs, et se borne à faire passer sous nos yeux les personnages et les événements. Pour eux, la psychologie doit être cachée dans le livre comme elle est cachée en réalité sous les faits dans l'existence. Le roman conçu de cette manière y gagne de l'intérêt, du mouvement dans le récit, de la couleur de la vie remuante. Donc, au lieu d'expliquer longuement l'état d'esprit d'un personnage, les écrivains objectifs cherchent l'action ou le geste que cet état d'âme doit faire accomplir fatalement à cet homme dans une situation déterminée. Et ils le font se conduire de telle manière d'un bout à l'autre du volume, que tous ses actes, tous ses mouvements soient le reflet de sa nature intime, de toutes ses pensées, de toutes ses volontés ou de toutes ses hésitations. Pardon. Ils cachent donc la psychologie au lieu de l'étaler. Ils en font la carcasse de l'œuvre, comme l'ossature invisible est la carcasse du corps humain. Le peintre qui fait notre portrait ne montre pas notre squelette. Il me semble aussi que le roman exécuté de cette façon y gagne en sincérité. Il est d'abord plus vraisemblable que les gens que nous voyons agir autour de nous ne nous racontent point les mobiles auxquels ils obéissent. Il faut ensuite tenir compte de ce que, si à force d'observer les hommes, nous pouvons déterminer leur nature assez exactement pour prévoir leur manière d'être dans presque toutes les circonstances, si nous pouvons dire avec précision tel homme de tel tempérament, dans tel cas, ferait ceci. Bonjour Nicolas, merci, c'est gentil. Il ne s'ensuit point que nous puissions déterminer une à une toutes les secrètes évolutions de sa pensée qui n'est pas la nôtre, toutes les mystérieuses sollicitations de ses instincts qui ne sont pas pareils aux nôtres, toutes les incitations confuses de sa nature dont les organes, les nerfs, le sang, la chair sont différents des nôtres. Quel que soit le génie d'un homme faible, doux, sans passion, aimant uniquement la science et le travail, jamais il ne pourra se transporter assez complètement dans l'âme et dans le corps d'un gaillard exubérant, sensuel, violent, soulevé par tous les désirs et même par tous les vices, pour comprendre et indiquer les impulsions et les sensations les plus intimes de cet être si différent, alors même qu'il fort bien prévoir et raconter tous les actes de sa vie. En somme, celui qui fait la psychologie pure ne peut se substituer à tous ces personnages dans les différentes situations où il les place, car il est impossible de changer ses organes, qui sont les seuls intermédiaires entre la vie extérieure et nous, qui nous imposent leur perspection, déterminent notre sensibilité, créent en nous une âme essentiellement différente de toutes celles qui nous entourent. Notre vision, notre connaissance du monde, acquise par le secours de nos sens, nos idées sur la vie, nous ne pouvons que les transporter en partie de tous les personnages dont nous prétendons dévoiler l'être intime et inconnu. C'est donc toujours nous que nous montrons dans le corps d'un roi, d'un assassin, d'un voleur, ou d'un honnête homme, d'une courtisane, d'une religieuse, d'une jeune fille ou d'une marchande aux halles, car nous sommes obligés de nous poser ainsi le problème. Si j'étais roi, assassin, voleur, courtisane, religieuse, jeune fille ou marchande des halles, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je penserais? Comment est-ce que j'agirais? Nous ne diversifions donc nos personnages qu'en changeant l'âge, le sexe, la situation sociale et toutes les circonstances de la vie, de notre moi, que la nature a entouré d'une barrière d'organes infranchissables. L'adresse consiste à ne pas laisser reconnaître ce moi, car le lecteur sont tous les masques divers qui nous servent à le cacher. Mais si au seul point de vue de la complète exactitude, la pure analyse psychologique est contestable, elle peut cependant nous donner des œuvres d'art aussi belles que toutes les autres méthodes de travail. Voici aujourd'hui les symbolistes. Pourquoi pas? Le rêve d'artiste est respectable et ils ont cela de particulièrement intéressant qu'ils savent et qu'ils proclament l'extrême difficulté de l'art. Il faut être en effet bien fou, bien audacieux, bien
outrecuidant ou bien sot pour écrire encore aujourd'hui. Après tant de maîtres aux natures si variées, aux génies si multiples, que reste-t-il à faire qui n'ait été fait? Que reste-t-il à dire qui n'ait été dit? Qui peut se vanter parmi nous d'avoir écrit une page, une phrase qui ne se trouve déjà à peu près pareille quelque part? Quand nous lisons, nous, si saturés d'écriture française que notre corps entier nous donne l'impression d'être une pâte faite avec des mots, trouvons-nous jamais une ligne, une pensée qui ne nous soit familière, dont nous n'ayons eu au moins le confus pressentiment? L'homme qui cherche seulement à amuser son public par des moyens déjà connus écrit avec confiance dans la candeur de sa médiocrité des œuvres destinées à la foule ignorante et désœuvrée. Mais ceux sur qui pèsent tous les siècles de la littérature passée, ceux que rien ne satisfait, que tout dégoûte, parce qu'ils rêvent mieux, et qui tout semble déflorer déjà, à qui leur œuvre donne toujours l'impression d'un travail inutile et commun, en arrivent à juger l'art littéraire une chose insaisissable, mystérieuse, que nous dévoilent à peine quelques pages des plus grands maîtres. 20 vers, 20 phrases, lues tout à coup, nous font tressaillir jusqu'au cœur comme une révélation surprenante. Mais les vers suivants ressemblent à tous les vers, la prose qui coule ensuite ressemble à toutes les proses. Les âmes de génie n'ont point sans doute ces angoisses et ces tourments parce qu'ils portent en eux une force créatrice, irrésistible. Ils ne se jugent pas eux-mêmes. Les autres, nous autres, qui sommes simplement des travailleurs conscients et tenaces, nous ne pouvons lutter contre l'invincible découragement que par la continuité de l'effort. Deux hommes, par leurs enseignements simples et lumineux, m'ont donné cette force de toujours tenter, Louis Boulier et Gustave Flaubert. Si je parle ici d'eux et de moi, c'est que leurs conseils résumés, un peu de lignes, seront peut-être utiles à quelques jeunes gens, moins confiants eux-mêmes que non d'ordinaire quand on débute dans les lettres. Boulier, que je connus le premier d'une façon un peu intime, 2 ans environ avant de gagner l'amitié de Flaubert, à force de me répéter que 100 vers, peut-être moins, suffisent à la réputation d'un artiste, s'ils sont irréprochables et s'ils continuent l'essence du talent et de l'originalité d'un homme, même de second ordre, me fit comprendre que le travail continuel et de la connaissance profonde du métier peuvent, un jour de lucidité, de puissance et d'entraînement, par la rencontre heureuse d'un sujet concordant, bien avec toutes les tendances de notre esprit, amener cette éclosion de l'œuvre courte, unique et aussi parfaite que nous la pouvons produire. Je compris ensuite que les écrivains les plus connus n'ont presque jamais laissé plus d'un volume, et qu'il faut avant tout avoir cette chance de trouver et de discerner au milieu de multitudes des matières qui se présentent à notre choix, celle qui absorbera toutes nos facultés, toute notre valeur, toute notre puissance artiste. Plus tard, Flaubert, que je voyais quelquefois, se prit d'affection pour moi. J'osai lui soumettre quelques essais. Il les lut avec bonté et me répondit: Je ne sais pas si vous avez du talent. Ce que vous m'apportez prouve que certaine intelligence, mais n'oubliez point ceci, jeune homme, que le talent, suivant le mot de Buffon, n'est qu'une longue patience. Travaillez. Je travaillai, et je revins souvent chez lui, comprenant que je lui plaisais, car il s'était mis à m'appeler en riant son disciple. Pendant 7 ans, je fis des vers, je fis des contes, je fis des nouvelles, je fis même un drame détestable qui n'en est rien resté. Le maître lisait tout, puis le dimanche suivant, en déjeunant, développait ses critiques et enfonçait en moi peu à peu 2 ou 3 principes qui sont le résumé de ses longs et patients enseignements. Si on a une originalité, disait-il, il faut avant tout la dégager. Si on n'en a pas, il faut en acquérir une. Le talent est une longue patience. Il s'agit de regarder tout ce qu'on veut exprimer assez longtemps et avec assez d'attention pour en découvrir un aspect qui n'a été vu et dit par personne. Il y a dans tout de l'inexploré parce que nous sommes habitués à nous servir de nos yeux qu'avec le souvenir de ce qu'on a pensé avant nous sur ce que nous contemplons. La moindre chose contient un peu d'inconnu. Trouvons-le. Pour décrire un feu qui flambe à un arbre dans une plaine, demeurons en face de ce feu et de cet arbre jusqu'à ce qu'il ne ressemble plus, pour nous, à aucun autre arbre et aucun autre feu. C'est de cette façon qu'on devient original. Ayant en outre posé cette vérité qu'il n'y a pas, de par le monde entier, de grains de sable, de mouches, de mains ou de nez absolument pareils, il me forçait à exprimer en quelques phrases un être ou un objet de manière à le particulariser nettement, à le distinguer de tous les autres êtres et de tous les autres objets de même race ou de même espèce.
Quand vous me passez, me disait-il, devant un épicier assis sur sa porte, devant un concierge qui fume sa pipe, devant une station de fiacre, montrez-moi cet épicier et ce concierge, leur pose, toute leur apparence physique contenant aussi, indiquée par l'adresse de l'image, toute leur nature morale, de façon à ce que je ne les confonde avec aucun autre épicier ou avec aucun autre concierge. Et faites-moi voir, par un seul mot, en quoi un cheval de fiacre ne ressemble pas aux 50 autres qui le suivent et le précèdent. J'ai développé ailleurs ces idées sur le style. Elles ont de grands rapports avec les théories de l'observation que je viens d'exposer. Quelle que soit la chose qu'on veut dire, il n'y a qu'un mot pour l'exprimer, qu'un verbe pour l'animer et qu'un adjectif pour la qualifier. Il faut donc chercher jusqu'à ce qu'on les ait découverts, ce mot, ce verbe ou cet adjectif, et ne jamais se contenter de l'à peu près, ne jamais avoir recours à des supercheries, même heureuses, à des clowneries de langage pour éviter la difficulté. On peut traduire et indiquer les choses les plus subtiles en appliquant ce vers de Boileau. D'un mot mis à sa place enseigna le pouvoir. Il n'est point besoin de vocabulaire bizarre, compliqué, nombreux et chinois qui nous impose aujourd'hui, sous le nom d'écriture artiste, pour fixer toutes les nuances de la pensée, mais il faut discerner avec une extrême lucidité toutes les modifications de la valeur d'un mot suivant la place qu'il occupe. Ayant moins de noms, de verbes et d'adjectifs au sens presque insaisissable, mais plus de phrases différentes, diversement construites, ingénieusement coupées, pleines de sonorités et de rythmes savants. Efforçons-nous d'être des stylistes excellents plutôt que des collectionneurs de termes rares. Il est en effet plus difficile de manier la phrase à son gré, de lui faire tout dire, même ce qu'elle n'exprime pas, de l'emplir de sous-entendus, d'intentions secrètes et non formulées, que d'inventer des expressions nouvelles ou de rechercher, au fond de vieux livres inconnus, toutes celles dont nous avons perdu l'usage et la signification, qui sont pour nous comme des verbes morts. La langue française, d'ailleurs, est une eau pure que les écrivains maniérés n'ont jamais pu, ne pourront jamais troubler. Chaque siècle a jeté dans ce courant limpide ses modes, ses archaïsmes prétentieux et ses préciosités, sans que rien surnage de ses tentatives inutiles, tous ses efforts impuissants. La nature de cette langue est d'être claire, logique et nerveuse. Elle ne se lasse pas, elle ne se laisse pas affaiblir, obscurcir ou corrompre. Ceux qui font aujourd'hui des images sans prendre garde aux termes abstraits, ceux qui font tomber la grêle ou la pluie sur la propreté des dites vitres, peuvent aussi jeter des pierres et la simplicité de leurs confrères. Elles frapperont peut-être les confrères qui ont un corps, mais n'atteindront jamais la simplicité qui n'en a pas. Guy de Maupassant. Bonjour Maxime, merci, c'est gentil. Pierre et Jean. Chapitre 1. Zut! S'écrie tout à coup le père Roland, qui depuis un quart d'heure demeurait immobile, les yeux fixés sur l'eau et soulevant par moments d'un mouvement très léger sa ligne descendue au fond de la mer. Madame Roland, assoupie à l'arrière du bateau, à côté de Madame Rosémilie, invitée à cette partie de pêche, se réveilla en tournant la tête vers son mari. Eh bien, Jérôme! Le bonhomme furieux répondit. Oh, ça ne mord plus du tout. Depuis midi, je n'ai rien pris. On ne devrait jamais pêcher qu'entre hommes. Les femmes vous font embarquer toujours trop tard. Ses deux fils, Pierre et Jean, qui tenaient l'un à bâbord, l'autre à tribord, chacun une ligne enroulée à l'index, se mirent à rire en même temps, et Jean répondit. Tu n'es pas galant pour notre invité, papa. Monsieur Roland fut confus et s'excusa. Je vous demande pardon, madame Rosémilie. Je suis comme ça. J'invite les dames parce que j'aime me trouver avec elles. Et puis, dès que je sens de l'eau sous moi, je ne pense plus qu'aux poissons. Madame Roland s'est tout à fait réveillée et regardait d'un air attendri le large horizon de falaises et de mer. Elle murmura. Vous avez cependant fait une belle pêche. Mais son mari remuait la tête pour dire non.
tout en jetant un coup d'œil bienveillant sur les paniers où le poisson capturé par les trois hommes palpitait vaguement encore, avec un bruit doux d'écailles gluantes et de nageoires soulevées, d'efforts impuissants et mous et de bâillements dans l'air mortel. Le père Roland saisit la manne entre ses genoux, la pencha, fit couler jusqu'au bord de flot d'argent des bêtes pour voir celles du fond, et leur palpitation d'agonie s'accentua, et l'odeur forte de leur corps, une saine puanteur de marée, monta du ventre plein de la corbeille. Le vieux pêcheur la huma vivement, comme un sein des roses, et déclara: Christi, ils sont frais, ceux-là! Puis il continua: Combien en as-tu pris, toi, docteur? Son fils aîné, Pierre, un homme de 30 ans à favoris noirs, coupés comme ceux des magistrats à moustache, et menton rasé, répondit: Oh, pas grand-chose, 3 ou 4. Le père se tourna vers le cadet. Et toi, Jean? Jean, un grand garçon blond, très barbu, beaucoup plus jeune que son frère, sourit et murmura: À peu près comme Pierre, 4 ou 5. Il faisait chaque fois le même mensonge qui ravissait le père Roland. Il avait enroulé son fil au tollet d'un aviron et, croisant ses bras, il annonça: Je n'essaierai plus jamais de pêcher l'après-midi. Une fois 10 heures passées, c'est fini. Il ne mord plus le gredin. Fais la sieste au soleil. Le bonhomme regardait la mer autour de lui avec un air satisfait de propriétaire. C'était un ancien bijoutier parisien qu'un amour immodéré de la navigation et de la pêche avait arraché au comptoir dès qu'il eut assez d'aisance pour vivre modestement de ses rentes. Il se retira donc au Havre, acheta une barque et devint matelot amateur. Ses deux fils, Pierre et Jean, restèrent à Paris pour continuer leurs études et vinrent en congé de temps en temps partager les plaisirs de leur père. À la sortie du collège, l'aîné, Pierre de 5 ans plus âgé que Jean, s'étant senti successivement de la vocation pour des professions variées, on avait essayé l'une après l'autre, une demi-douzaine, et vite dégoûté de chacune, se lançait aussitôt dans de nouvelles espérances. En dernier lieu, la médecine l'avait tenté, et il s'était mis au travail avec tant d'ardeur qu'il venait d'être reçu docteur après d'assez courtes études et des dispenses de temps obtenues du ministre. Il était exalté, intelligent, changeant et tenace, plein d'utopies et d'idées philosophiques. Jean, aussi blond que son frère était noir, aussi calme que son frère était emporté, aussi doux que son frère, était rancunier, avait fait tranquillement son droit et venait d'obtenir son diplôme de licencié en même temps que Pierre obtenait celui du docteur. Tous les deux prenaient donc un peu de repos dans leur famille, et tous les deux formaient le projet de s'établir au Havre, s'ils parvenaient à le faire dans des conditions satisfaisantes. Mais une vague jalousie, une de ces jalousies dormantes qui grandissent presque invisibles entre frères ou entre sœurs, jusqu'à la maturité et qui éclatent à l'occasion d'un mariage ou d'un bonheur tombant sur l'un, les tenait en éveil dans une fraternelle et inoffensive inimité. Certes, ils s'aimaient, mais ils s'épiaient. Pierre, âgé de 5 ans à la naissance de Jean, avait regardé avec une hostilité de petite bête gâtée cet autre petit être apparu tout à coup dans les bras de son père et de sa mère, et tant aimé, tant caressé par eux. Jean, dès son enfance, avait été un modèle de douceur, de bonté et de caractère égal, et Pierre s'était énervé peu à peu à entendre vanter sans cesse ce gros garçon dont la douceur lui semblait être de la mollesse, la bonté de la niaiserie et la bienveillance de l'aveuglement. Ses parents, Jean Placide, qui rêvaient pour leur fils des situations honorables et médiocres, lui reprochaient ses indécisions, ses enthousiasmes, ses tentatives avortées, tous ses élans impuissants vers des idées généreuses et vers des professions décoratives. Depuis qu'il était homme, on ne lui disait plus Regarde Jean et imite-le. Mais chaque fois qu'il entendait répéter Jean a fait ceci, Jean a fait cela, il comprenait bien le sens de l'allusion cachée sous ces paroles. Leur mère, une femme d'ordre, une économe bourgeoise, un peu sentimentale, douée d'une âme tendre de caissière, apaisait sans cesse les petites rivalités nées chaque jour entre ses deux grands-fils, de tous les menus faits de la vie commune. Un léger événement, d'ailleurs, troublait en ce moment sa quiétude, et elle craignait une complication.
car elle avait fait la connaissance pendant l'hiver, pendant que ses enfants achevaient l'un et l'autre leurs études spéciales, d'une voisine, Madame Rosémilie, veuve d'un capitaine au long cours, morte à la mer 2 ans auparavant. La jeune veuve, toute jeune, 23 ans, une maîtresse, femme qui connaissait l'existence d'instinct comme un animal libre, comme si elle eût vu, subi, compris et pesé tous les événements possibles, qu'elle jugeait avec un esprit sain, étroit et bienveillant, avait pris l'habitude de venir faire un bout de tapisserie et de causette le soir chez ses voisins aimables, qui lui offraient une tasse de thé. Le père Roland, que sa manie de pose marine aiguillait sans cesse, interrogeait leur nouvel ami sur le défunt capitaine, et elle parlait de lui, de ses voyages, de ses anciens récits, sans embarras, en femme raisonnable et résignée qui aime la vie et respecte la mort. Les 2 fils, à leur retour, trouvant cette jolie veuve installée dans la maison, avaient aussitôt commencé à la courtiser, moins par désir de lui plaire que par envie de la supplanter. Leur mère, prudente et pratique, espérait vivement qu'un de ces 2 triompherait, car la jeune femme était riche, mais elle aurait si bien voulu que l'autre n'eût point de chagrin. Madame Rosémilie était blonde, avec des yeux bleus, une couronne de cheveux follets, envolés à la moindre brise, et un petit air crâne, hardi, batailleur, qui ne concordait point du tout avec la sage méthode de son esprit. Déjà, elle semblait préférer Jean, porter vers lui une similitude de nature. Pardon. Cette préférence d'ailleurs ne se montrait que par une presque insensible différence dans la voix et le regard, et en ceci encore qu'elle prenait quelquefois son avis. Elle semblait deviner que l'opinion de Jean fortifierait la sienne propre, tandis que l'opinion de Pierre devait fatalement être différente. Quand elle parlait des idées du docteur, de ses idées politiques, artistiques, philosophiques, morales, elle disait par moments « Vous buvez ». Alors, il la regardait d'un regard froid de magistrat qui instruit le procès des femmes, de toutes les femmes, ces pauvres êtres. Jamais avant le retour de ses fils, le père Roland ne l'avait invité à ses parties de pêche, où il n'emmenait jamais non plus sa femme, car il aimait s'embarquer avant le jour avec le capitaine Beausire, un long courrier. Retraité, rencontré aux heures de marée, sur le port et devenu intime ami, et le vieux matelot Papagris, surnommé Jean Bart, chargé de la garde du bateau. Or, un soir de la semaine précédente, quand Madame Rosémilie, qui avait dîné chez lui, disait ça doit être très amusant la pêche. L'ancien bijoutier, flatté dans sa passion et saisi de l'envie de la communiquer, de faire les croyants à la façon des prêtres, s'écria Vous voulez y venir? Mais oui. Mardi prochain? Oui, mardi prochain. Êtes-vous femme à partir à 5 heures du matin? Elle poussa un cri de stupeur. Oh, mais non, par exemple. Il fut désappointé, refroidi. Il douta tout à coup de sa vocation. Il demanda cependant À quelle heure pourriez-vous partir? Mais à 9 heures. Pas avant? Non, pas avant. C'est déjà très tôt. Le bonhomme hésitait. Assurément, on ne prendrait rien, car si le soleil chauffe, le poisson ne mord plus. Mais les 2 frères s'étaient empressés d'arranger la partie, de tout organiser et de tout régler séance tenante. Donc, le mardi suivant, la perle avait été jetée l'ancre sous le rocher blanc du cap de la Hève, et on avait pêché jusqu'à midi, puis sommeillé, puis repêché sans rien prendre. Et le père Roland, comprenant un peu tard que Madame Rosémilie n'aimait et n'appréciait en vérité que la promenade en mer, et voyant que Céline ne tressaillait plus, avait jeté, dans un mouvement d'impatience, irraisonné, un zut énergique, qui s'adressait autant à la veuve indifférente qu'aux bêtes insaisissables. Maintenant, il regardait le poisson capturé, son poisson, avec une joie vibrante d'avare. Puis il leva les yeux vers le ciel, remarqua le soleil baisser. Eh bien, les enfants, dit-il, si nous revenions un peu. Tous 2 tirèrent leurs fils, les roulèrent, accrochèrent dans les... leurs fils. Tous 2 tirèrent leurs fils, les roulèrent, accrochèrent dans les bouchons de liège, les hameçons nettoyés et attendirent. Bonjour, merci de c'est gentil. Roland s'était levé pour interroger l'horizon à la façon d'un capitaine. Plus de vent, dit-il. On va ramer, les gars. Et soudain, le bras allongé vers le nord, il ajouta.
Tiens, 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 tiens. Le bateau de Southampton. Sur la mer plate, tendue comme une étoffe bleue, immense, luisante, aux reflets d'or et de feu, s'élevait là-bas dans la direction indiquée un nuage noirâtre sur le ciel rose. On apercevait au-dessous le navire qui semblait tout petit et si loin. Vers le sud, on voyait encore d'autres fumées nombreuses venant toutes vers la jetée du Havre, dont on distinguait à peine la ligne blanche. Et le phare, droit, comme une corne sur le bout. Roland demanda. N'est-ce pas aujourd'hui qu'on doit entrer... Qui doit entrer la Normandie? Jean répondit. Oui, papa. Donne-moi la longue vue. Je crois que c'est elle, là-bas. Le père déploya le tube de cuivre, l'ajusta contre son œil, chercha le point, et soudain, ravi d'avoir vu. Ah oui, 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 c'est elle. Je reconnais ces deux cheminées. Voulez-vous regarder, Madame Rose-Émilie? Elle prit l'objet qu'elle dirigea vers le transatlantique lointain, sans parvenir sans doute à le mettre en face de lui, car elle ne distinguait rien, rien que du bleu, avec un cercle de couleurs, un arc-en-ciel tout rond. Et puis des choses bizarres, des espèces d'éclipses qui la faisaient tourner le cœur. Elle dit en rendant la longue vue. D'ailleurs, je n'ai jamais su me servir de cet instrument-là. Ça mettait même en colère mon mari qui restait des heures à la fenêtre à regarder passer les navires. Le père Roland, vexé, reprit. Ça doit tenir à un défaut de votre œil, car ma lunette est excellente. Puis il offrit à sa femme. Veux-tu voir? Non, merci. Je sais d'avance que je ne pourrai pas. Madame Roland, une femme de 48 ans, et qui ne les portait pas, semblait jouir plus que tout au monde de cette promenade, de cette fin de jour. Ses cheveux châtains commençaient seulement à blanchir. Elle avait un air calme et raisonnable, un air heureux et bon qui plaisait à voir. Selon le mot de son fils Pierre, elle savait le prix de l'argent, ce qui n'empêchait point de goûter les charmes de rêve. Elle aimait les lectures, les romans, les poésies, non pour leur valeur d'art, mais pour la songerie mélancolique et tendre qu'il éveillait en elle. Un vers, souvent banal, souvent mauvais, faisait vibrer la petite corde, comme elle disait, lui donnait la sensation d'un désir mystérieux presque réalisé. Et elle se complaisait à ces émotions légères, qui troublaient un peu son âme, bien tenue, comme un livre de contes. Elle prenait depuis son arrivée au Havre un embonpoint assez visible qui alourdissait sa taille, autrefois très souple et très mince. Cette sortie en mer l'avait ravie. Son mari, sans être méchant, la rudoyait comme on rudoie sans colère et sans haine les despotes en boutique pour qui commander équivaut à jurer. Devant tout étranger, il se tenait, mais dans sa famille, il s'abandonnait et se donnait des airs terribles, bien qu'il eût peur de tout le monde. Elle, par horreur du bruit, des scènes, des explications inutiles, cédait toujours et ne demandait jamais rien. Aussi n'osait-elle plus, depuis bien longtemps, prier Roland de la promener en mer. Elle avait donc saisi avec joie cette occasion, et elle savourait ce plaisir rare et nouveau. Depuis le départ, elle s'abandonnait tout entière, tout son esprit et toute sa chair, à ce doux glissement sur l'eau. Elle ne pensait point, elle ne vagabondait ni dans les souvenirs, ni dans les espérances. Il lui semblait que son cœur flottait, comme son corps, sur quelque chose de moelleux, de fluide, de délicieux qui la berçait et l'engourdissait. Quand le père commanda le retour, « Allons, place pour la nage !» Elle sourit en voyant ses fils, ses deux grands-fils, ôter leurs jaquettes et relever sur leurs bras nus les manches de leurs chemises. Pierre, le plus rapproché des deux femmes, prit l'aviron de tribord. Jean, l'aviron de bâbord, et ils attendirent que le patron cria « Avant, partout !» car il tenait ce que les manœuvres fussent exécutées régulièrement. Ensemble, d'un même effort, ils laissèrent tomber les rames, puis se couchèrent en arrière, en tirant de toute leur force, et une lutte commença pour montrer leur vigueur. Ils étaient venus à la voile tout doucement, mais la brise était tombée, et l'orgueil du mâle et des deux frères s'éveillait tout à coup à la perspective de se mesurer l'un contre l'autre. Quand ils allaient pêcher seuls avec le père, ils ramaient ainsi sans que personne gouvernât, car Roland préparait les lignes tout en surveillant la marche de l'embarcation, qu'il dirigeait d'un geste ou d'un mot. « Jean, Molly, à toi, Pierre, Souk !» ou bien elle disait « Allons le 1, allons le 2, un peu d'huile de bras !»
Celui qui rêvassait tirait plus fort, celui qui s'emballait devenait moins ardent, et le bateau se redressait. Aujourd'hui, ils allaient montrer leurs biceps. Les bras de Pierre étaient velus, un peu maigres mais nerveux. Ceux de Jean, gras et blancs, un peu roses, avec une bosse de muscles qui roulait sous la peau. Pierre eut d'abord l'avantage. Les dents serrées, le front plissé, les jambes tendues, les mains crispées sur l'aviron. Il le faisait plier dans toute sa longueur, à chacun de ses efforts. Et la perle s'en venait vers le côté. Le père Roland, assis à l'avant, afin de laisser tout le banc derrière aux deux femmes, s'époumonait en commandait. Doucement, le 1, souple le 2. Le 1 redoublait de rage, et le 2 ne pouvait répondre à cette nage désordonnée. Le patron, enfin, ordonna Stop. Les deux rames se levèrent ensemble, et Jean, sur l'ordre de son père, tira seul quelques instants. Mais à partir de ce moment, l'avantage lui resta. Il s'animait, s'échauffait, tandis que Pierre, essoufflé, épuisé par sa crise de vigueur, faiblissait et haletait. 4 fois de suite. Le père Roland fit stopper pour permettre à l'aîné de reprendre haleine et de redresser la barque dérivant. Le docteur, alors, le front en sueur, les joues pâles, humilié de rage, balbutiait. Je ne sais pas ce qui me prend, j'ai un spasme au cœur. J'étais très bien parti et cela m'a coupé les bras. Jean demandait. Veux-tu que je tire seul avec les avirons de couple? Non, merci, cela passera. La mère ennuyée disait. Voyons, Pierre, à quoi cela rime-t-il de se mettre dans un état pareil? Tu n'es pourtant pas un enfant. Il haussait les épaules et recommençait à ramer. Madame Rosémilie semblait ne pas voir, ne pas comprendre, ne pas entendre. Sa petite tête blonde, à chaque mouvement du bateau, faisait en arrière un mouvement brusque et joli qui soulevait sur les tempes ses fins cheveux. Et le père Roland criait. Tenez! Voici le prince Albert qui nous rattrape! Et tout le monde regarda, long, bas, avec ses deux cheminées inclinées en arrière et ses deux tambours jaunes, ronds comme des joues, le bateau de Southampton arrivait à toute vapeur, chargé de passagers et d'ombrelles ouvertes. Ses roues rapides, bruyantes, battant l'eau qui retombait en écume, lui donnaient un air de hâte, un air de courrier pressé. Et l'avant tout droit coupait la mer en soulevant deux lames minces et transparentes qui glissaient le long des bords. Quand il fut tout près de la perle, le père Roland leva son chapeau. Les deux femmes agitèrent leurs mouchoirs et une demi-douzaine d'ombrelles répondirent à ses saluts, en se balançant vivement sur le paquebot qui s'éloigna, laissant derrière lui, sur la surface paisible et luisante de la mer, quelques lentes ondulations. Et on voyait d'autres navires, coiffés aussi de fumée, accourant de tous les points de l'horizon vers la jetée courte et blanche qui les avalait comme une bouche, l'un après l'autre, et les barques de pêche et les grands voiliers aux mâtures légères glissant sur le ciel, traînés par d'imperceptibles remorqueurs, arrivaient tous, vite ou lentement, vers cet ogre dévorant qui de temps en temps semblait repu. Pardon. Désolée. Et rejetait vers la pleine mer une autre flotte de paquebots de briques, de golettes, de 3 mâts chargés de ramures. Emmêlés, les steamers hâtifs s'enfuyaient à droite, à gauche, sur le ventre plat de l'océan, tandis que les bâtiments à voile abandonnés par les mouches qui les avaient halés demeuraient immobiles tout en s'habillant dans la grande hune aux petits perroquets de toile blanche ou de toile brune qui semblaient rouges au soleil couchant. Madame Roland, les yeux mi-clos, murmura. Oh Dieu, que c'est beau, cette mer! Madame Rosémilie répondit avec un soupir prolongé qui n'avait cependant rien de triste. Oui, mais elle fait bien du mal quelquefois. Roland s'écria. Tenez, voici la Normandie qui se présente à l'entrée. Est-elle grande, hein? Puis il expliqua le côté en face, là-bas, de l'autre côté de l'embouchure de la Seine. 20 kilomètres cette embouchure, disait-il. Il montra Villerville, Trouville, Houlgate, Luc, Arromanches, la rivière de Caen et les roches de Calvados qui rendent la navigation dangereuse jusqu'à Cherbourg. Puis il traita la question des bancs de sable de la Seine qui se déplacent à chaque marée et mettent en défaut les pilotes des quille-bœufs eux-mêmes s'ils ne font pas tous les jours le parcours du chenal. Il fit remarquer comment le Havre séparait la Basse et la Haute-Normandie. En Basse-Normandie, la côte plate descendait en pâturage, en prairies et en champs jusqu'à la mer.
Le rivage de la Haute-Normandie, au contraire, était droit, une grande valaise découpée, dentelée, superbe, faisant jusqu'à Dunkerque une immense muraille blanche de toutes les échancrures cachait un village ou un port. Étretat, Fécamp, Saint-Valery, le Tréport, Dieppe, etc. Les deux femmes ne l'écoutaient point. Engourdies par le bien-être ému par la vue de cet océan couvert de navires qui couraient comme des bêtes autour de leur tanière, elles se taisaient, un peu écrasées par ce vaste horizon d'air et d'eau, rendu silencieuse par ce coucher de soleil, apaisant et magnifique. Seul, Roland parlait sans fin. Il était de ceux que rien ne trouble. Les femmes plus nerveuses sentent parfois, sans comprendre pourquoi, que le bruit d'une voix inutile et irritant, comme une grossièreté. Pierre et Jean, calmés, ramaient avec lenteur, et la perle s'en allait vers le port, toute petite, à côté des gros navires. Quand la toucha le quai, le matelot Papagris, qui l'attendait, prit la main des dames pour les faire descendre, et on pénétra dans la ville. Une foule nombreuse, tranquille, la foule qui va chaque jour au jeté à l'heure de la pleine mer, rentrait aussi. Mesdames Roland et Rosémilie marchaient devant, suivies des trois hommes. En montant la rue de Paris, elles s'arrêtaient parfois devant un magasin de mode ou d'orfèvrerie pour contempler un chapeau ou un bijou. Puis elles repartaient après avoir échangé leurs idées. Devant la place de la Bourse, Roland contempla, comme il le faisait chaque jour, le bassin du commerce plein de navires, prolongé par d'autres bassins, où les grosses coques ventre à ventre se touchaient sur 4 ou 5 rangs. Tous les mâts innombrables, tout sur une étendue de plusieurs kilomètres de quais, tous les mâts avec les vergues, les flèches, les cordages, donnaient à cette ouverture au milieu de la ville l'aspect d'un grand bois mort. Au-dessus de cette forêt sans feuilles, les goélands tournoyaient, épiant pour s'abattre, comme une pierre qui tombe, tous les débris jetés à l'eau, et une mousse qui rattachait une poulie à l'extrémité d'un cacatois semblait monter là pour chercher des nids. Voulez-vous dîner avec nous sans cérémonie aucune, afin de finir ensemble la journée demanda Madame Roland à Madame Rosémilie. Mais oui, avec plaisir. J'accepte aussi sans cérémonie. Ce serait triste de rentrer toute seule ce soir. Pierre, qui avait entendu et que l'indifférence de la jeune femme commençait à froisser, murmura. Bon, voici la veuve qui s'incruste maintenant. Depuis quelques jours, il l'appelait la veuve. Ce mot, sans rien exprimer, agaçait Jean rien que par l'intonation qui lui paraissait méchante et blessante. Et les trois hommes ne prononcèrent plus un mot jusqu'au seuil de leur logis. C'était une maison étroite composée d'un rez-de-chaussée de 2 petits étages, rue Belle-Normande. La bonne Joséphine, une fillette de 19 ans, servante, campagnarde, à bon marché, qui possédait à l'excès l'air étonné et bestial des paysans, vint ouvrir, referma la porte, monta derrière ses maîtres jusqu'au salon, qui était au premier, puis elle dit Le père est venu, hein, monsieur, 3 fois. Le père Roland, qui ne lui parlait pas sans hurler et sans sacrer, cria Qui ça est venu, on a un chien. Elle ne trouvait jamais des éclats de voix de son maître et elle reprit monsieur, chez le notaire. Quel notaire? Chez monsieur Canu donc. Qu'est-ce qu'il a dit, ce monsieur? Monsieur Canu, il viendra en personne dans la soirée. Maître Lecanu et le notaire et un peu l'ami du père Roland, dont il faisait les affaires. Pour qu'il eût annoncé une visite dans la soirée, il fallait qu'il s'agisse d'une chose urgente et importante, et les 4 Roland se regardèrent troublés par cette nouvelle, comme le sont les gens de fortune modeste, à toute intervention d'un notaire qui éveille une foule d'idées de contrats, d'héritages, de procès, de choses désirables ou redoutables. Le père, après quelques secondes de silence, murmura Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Madame Rosémilie se mit à rire. Allez, c'est un héritage, je suis sûre, je porte bonheur. Mais il n'espérait la mort de personne qui pût leur laisser quelque chose. Madame Roland, douée d'une excellente mémoire pour les parentés, se mit aussitôt à rechercher toutes les alliances du côté de son père et du sien
à remonter les filiations, à suivre les branches des cousinages. Elle demandait, sans avoir même ôté son chapeau, Dites donc, père. Elle appelait son mari père. Dans la maison, et quelquefois monsieur Roland, devant les étrangers. Dites donc, père, te rappelles-tu qui a épousé Joseph Lebru en seconde noces? Oui, une petite Déménie, la fille du papetier. On a-t-il eu des enfants? Je crois bien. 4 ou 5 au moins. Non, alors il n'y a rien par là. Déjà elle s'animait à cette recherche, à s'attacher et à cette espérance d'un peu d'aisance leur tombe du ciel. Mais Pierre, qui aimait beaucoup sa mère, qui la savait un peu rêveuse, et qui craignait une désillusion, un petit chagrin, une petite tristesse, si la nouvelle, au lieu d'être bonne, était mauvaise, l'arrêta. Ne t'emballe pas, maman. Il n'y a plus d'oncle d'Amérique. Moi, je croirais plutôt qu'il s'agit d'un mariage pour Jean. Tout le monde fut surpris à cette idée, et Jean demeura un peu froissé que son frère eût parlé de cela devant madame Rosémilie. Mais pourquoi moi plutôt que pour toi? La supposition est très contestable, tu es l'aîné, c'est donc à toi qu'on aurait songé à d'abord. Et puis, moi je ne veux pas me marier. Pierre ricana. Ah, tu es donc amoureux? L'autre mécontent répondit. Est-il nécessaire d'être amoureux pour dire qu'on ne veut pas encore se marier? Ah bon? Le encore corrige tout. Tu attends. Admets que j'attends, si tu veux. Mais le père Roland, qui avait écouté et réfléchi, trouva tout à coup la solution la plus vraisemblable. Parbleu! Nous sommes bien bêtes de nous creuser la tête. Maître Le Canu est notre ami. Il sait que Pierre cherche un cabinet de médecin et Jean un cabinet d'avocat. Il a trouvé à caser l'un de vous deux. C'était tellement simple et probable que tout le monde en fut d'accord. C'est servi, dit la bonne. Et chacun gagna sa chambre, afin de se laver les mains, avant de se mettre à table. 10 minutes plus tard, ils dînaient dans la petite salle à manger au rez-de-chaussée. On ne parlait guère de tout d'abord, mais au bout de quelques instants, Roland s'étonna de nouveau de cette visite du notaire. En somme, pourquoi n'a-t-il pas écrit? Pourquoi a-t-il envoyé 3 fois son clerc? Pourquoi vient-il lui-même? Pierre trouvait cela naturel. Il faut sans doute une réponse immédiate. Et il y a peut-être à nous communiquer des clauses confidentielles qu'on n'aime pas beaucoup écrire. Mais ils demeuraient préoccupés un peu, ennuyés tous les quatre d'avoir invité cette étrangère qui gênerait leurs discussions et les résolutions à prendre. Ils venaient de remonter au salon quand le notaire fut annoncé. Roland s'élança. Bonjour, cher maître. Il donnait comme titre de monsieur Le Canu le maître, qui précédait le nom de tous les notaires. Madame Rosémilie se leva. Je m'en vais. Je suis très fatiguée. On tenta faiblement de la retenir, mais elle n'y consentit point et elle s'en alla sans qu'un des 3 hommes la reconduisît, comme elle le faisait toujours. Madame Roland s'empressa près du nouveau venu. Une tasse de café, monsieur? Non, merci, je sors de table. Une tasse de thé, alors? Je ne dis pas non. Mais un peu plus tard. Nous allons d'abord parler affaires. Dans le profond silence qui suivit ces mots, on n'entendit plus que le mouvement rythmé de la pendule, et à l'étage au-dessous, le bruit des casseroles lavées par la bonne, trop bête même pour écouter aux portes. Le notaire reprit. Avez-vous connu à Paris un certain monsieur Maréchal, Léon Maréchal? Monsieur et madame Roland poussèrent la même exclamation. Je crois bien. C'était un de vos amis, Roland déclara. Le meilleur, monsieur, mais un Parisien enragé. Il ne quitte pas le boulevard. Il est chef de bureau aux finances. Je l'ai plus revu depuis mon départ de la capitale. Puis, nous avons cessé de nous écrire. Vous savez, quand on vit loin l'un de l'autre. Le notaire reprit gravement. Monsieur Maréchal est décédé. L'homme et la femme eurent ensemble ce petit mouvement de surprise triste, fin ouvré, mais toujours prompte dans son accueil, ces nouvelles. Monsieur Le Canu continua. Mon confrère de Paris vient de me communiquer la principale disposition de son testament par laquelle il institue votre fils Jean, monsieur Jean Roland, son légataire universel. L'étonnement fit si grand qu'on ne trouvait pas un mot à dire. Madame Roland, la première, dominant son émotion, balbutia. Oh mon Dieu, ce pauvre Léon, notre pauvre ami. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mort!
Des larmes apparurent dans ses yeux. Ces larmes silencieuses des femmes, gouttes de chagrin venues de l'âme, qui coulent sur les joues et semblent si douloureuses, étant si claires. Mais Roland songeait moins à la tristesse de cette perte qu'à l'espérance annoncée. Il n'osait cependant interroger tout de suite sur les clauses de ce testament et sur le chiffre de la fortune, et il demanda pour arriver à la question intéressante. De quoi est-il mort, ce pauvre maréchal? Monsieur le connu l'ignorait parfaitement. Je sais seulement, disait-il, que, décédé sans héritier direct, il laisse toute sa fortune, une vingtaine de 1000 francs de rente en obligations 3%, à votre second fils, qu'il a vu naître, grandir et qu'il juge digne de ce legs. À défaut d'acceptation de la part de monsieur Jean, l'héritage irait aux enfants abandonnés. Le père Roland déjà ne pouvait plus dissimuler sa joie et il s'écria: Sacristi, voilà une bonne pensée du cœur. Moi, je n'avais pas eu de descendant, je l'aurais certainement point oublié non plus, ce brave ami. Le notaire sourit. J'ai été bien aise, dit-il, de vous annoncer moi-même la chose. Ça fait toujours plaisir d'apporter aux gens une bonne nouvelle. Il n'avait point du tout songé que cette bonne nouvelle était la mort d'un ami, du meilleur ami du père Roland, qui venait lui-même d'oublier subitement cette intimité annoncée tout à l'heure avec conviction. Seule madame Roland et ses fils gardaient une physionomie triste. Elle pleurait toujours un peu, essuyant ses yeux avec un mouchoir qu'elle appuyait ensuite sur sa bouche pour comprimer de gros soupirs. Le docteur murmura: Moi, c'est un brave homme, bien affectueux. Il nous invitait souvent à dîner, mon frère et moi. Jean, les yeux grands ouverts et brillants, prenait d'un geste familier sa belle barbe blonde dans sa main droite. Il y faisait glisser jusqu'au dernier poil comme pour l'allonger, l'amincir. Il remua 2 fois les lèvres pour prononcer aussi une phrase convenable, et après avoir longtemps cherché, il ne trouva que ceci. Il m'aimait bien, en effet, il m'embrassait toujours quand j'allais le voir. Mais la pensée du père galopait. Elle galopait autour de cet héritage annoncé, acquis déjà de cet argent caché derrière la porte, et qui allait entrer tout à l'heure demain sur un mot d'acceptation. Il demanda: Il n'y a pas de difficulté possible, pas de procès, pas de contestation. Maître Lecanu semblait tranquille. Non, mon confrère de Paris me signale la situation comme très nette. Il ne nous faut que l'acceptation de monsieur Jean. Parfait alors. Et la fortune est bien claire? Très clair. Toutes les formalités ont été remplies? Toutes. Soudain, l'ancien bijoutier eut un peu honte, une honte vague, instinctive et passagère de sa hâte à se renseigner. Il reprit: Vous comprenez bien que si je vous demande immédiatement toutes ces choses, c'est pour éviter à mon fils des désagréments qu'il pourrait ne pas prévoir. Quelquefois il y a des dettes, une situation embarrassante, est-ce que j'en sais, moi? Et on se fourre dans un roncier inextricable. En somme, ce n'est pas moi qui hérite, mais je pense au petit avant tout. Dans la famille, on appelait toujours Jean le Petit, bien qu'il fût beaucoup plus grand que Pierre. Madame Roland, tout à coup, parut sortir d'un rêve, se rappeler une chose lointaine, presque oubliée, qu'elle avait entendue autrefois, dont elle n'était pas sûre d'ailleurs, et elle balbutia: Mais disiez-vous point que notre pauvre maréchal avait laissé sa fortune à mon petit Jean? Oui, madame. Elle reprit alors simplement: Cela me fait grand plaisir, car cela prouve qu'il nous aimait. Roland s'était levé. Voulez-vous, cher maître, que mon fils signe tout de suite l'acceptation? Non, 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 monsieur Roland. Demain, mon étude à 2 heures, si cela vous convient. Mais oui, je crois bien, oui. Alors monsieur Roland, qui s'était levé aussi et qui souriait après les larmes, fit 2 pas vers le notaire, posa sa main sur le dos de son fauteuil. En le couvrant d'un regard attendri de mère reconnaissante, elle demanda: Et cette tasse de thé, monsieur le Canu? Maintenant, je veux bien. Madame, avec plaisir. La bonne appelée apporta d'abord des gâteaux secs et de profondes boîtes en fer blanc, ces fades et cassantes pâtisseries anglaises qui semblent cuites par des becs de perroquet et soudées en des caisses de métal pour des voyages autour du monde.
Elle alla chercher ensuite des serviettes grises, pliées en petits carrés, ces serviettes à thé que l'on n'a jamais dans les familles besogneuses. Elle revint une troisième fois avec le sucrier et les tasses, puis elle sortit pour faire chauffer l'eau. Alors on attendit. Personne ne pouvait parler. On avait trop à penser et rien à dire. Seule Madame Roland cherchait des phrases banales. Elle racontait la partie de pêche, fit l'éloge de la perle et de Madame Rosémilie. Charmant, charmant, répétait le notaire. Roland, les reins appuyés au marbre de la cheminée comme en hiver, quand le feu brûle, les mains dans ses poches, les lèvres remuantes comme pour siffler, il ne pouvait plus tenir en place, torturé du désir impérieux de laisser sortir toute sa joie. Les deux frères, en deux fauteuils pareils, les jambes croisées de la même façon, à droite et à gauche du guéridon central, regardaient fixement devant eux, en des attitudes semblables, pleines d'expressions différentes. Le thé parut enfin. Le notaire prit, sucra et but sa tasse, après avoir émietté dedans une petite galette trop dure pour être croquée. Puis il se leva, serra les mains et sortit. « C'est entendu, répéta Roland. Demain, chez vous, à 2 heures. C'est entendu. Demain, 2 heures. Jean n'avait pas dit un mot. Après ce départ, il y eut encore un silence, puis le père Roland vint taper dans ses deux mains ouvertes sur les deux épaules de son jeune fils, en criant « Eh bien, sacré vénard, tu ne m'embrasses pas ?» Alors Jean eut un sourire, et il embrassa son père, en disant « Cela ne paraissait pas comme indispensable. Hein. » Mais le bonhomme ne possédait plus d'allégresse. Il marchait, jouait du piano sur les meubles avec ses ongles maladroits, pivotait sur ses talons et répétait « Oh, quelle chance, mais quelle chance! En voilà une des chances !» Pierre demanda « Vous le connaissez donc beaucoup autrefois, ce maréchal ?» Le père répondit « Bonjour, Kyrilia, merci pour les règles, c'est gentil. » Parbleu, il passait toutes ses soirées à la maison. Mais tu te rappelles bien qu'il allait te prendre au collège les jours de sortie et qu'il t'y reconduisait souvent après dîner. Tiens, justement, le matin de la naissance de Jean, c'est lui qui allait te chercher le médecin. Il avait déjeuné chez nous quand ta mère s'est trouvée souffrante. Nous avons compris tout de suite de quoi il s'agissait. Et il est parti en courant. Dans sa hâte, il a pris mon chapeau au lieu du sien. Ah, je me rappelle cela parce que nous en avons beaucoup ri plus tard. Il est même probable qu'il s'est souvenu de ce détail au moment de mourir. Et comme il n'avait aucun héritier, il s'est dit « Tiens, je vais contribuer à la naissance de ce petit-là, je vais lui laisser ma fortune. » Madame Roland, enfoncée dans une bergère, semblait partie en ses souvenirs. Elle murmura comme si elle pensait tout. « Oh, c'est un brave ami bien dévoué, bien fidèle, un homme rare par les temps qui courent. » Jean s'était levé. « Je vais faire un bout de promenade, » dit-il. Son père s'étonna, voulut le retenir, car il avait à causer, à faire des projets, à arrêter des résolutions. Mais le jeune homme s'obstina, prétextant un rendez-vous. On aurait d'ailleurs tout le temps de s'entendre bien avant d'être en possession de l'héritage. Et il s'en alla, car il désirait être seul pour réfléchir. Pierre, à son tour, déclara qu'il sortait et suivit son frère après quelques minutes. Dès qu'il fut en tête avec sa femme, le père Roland la saisit dans ses bras, l'embrassa 10 fois sur chaque joue, et pour répondre à un reproche qu'elle lui avait souvent adressé. « Tu vois, ma chérie, Merci Anna pour les likes, c'est gentil. Que cela ne m'aurait servi à rien de rester à Paris plus longtemps, de m'esquinter pour les enfants. Au lieu de venir ici refaire ma santé puisque la fortune tombe du ciel. » Elle était devenue toute sérieuse. Elle tombe du ciel pour Jean, dit-elle. Mais pour Pierre. Pierre? Mais il est docteur, il en gagnera de l'argent. Puis son frère fera bien quelque chose pour lui. Non, il n'accepterait pas. Et puis cet héritage est à Jean, rien qu'à Jean. Pierre se trouve ainsi très désavantagé. Le bonhomme sembla perplexe. Alors, nous lui laisserons un peu plus par testament, nous. Non, ce n'est pas très juste non plus. Il s'écria. Ah, bah alors zut, hein? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Va toujours chercher un tas d'idées désagréables. Faut que tu te gâtes tous mes plaisirs. Tiens, je vais me coucher. Bonsoir. C'est égal, en voilà une veine. Une rude veine. Et il s'en alla,
enchantée malgré tout, et sans un mot de regret pour l'ami mort si généreusement. Madame Romoland se remit à songer devant la lampe qui charbonnait. Hop. Ah mince, j'ai éteint le... Je vous remercie pour votre passage. Je vous dis à très vite pour la suite. Bisous bisous.